France Info. On vous parlait ce matin d'Omar Homsen, ce Français de 39 ans qui a donc recruté des centaines de jeunes sur Internet depuis la Syrie pour le compte d'Al-Qaïda. Sa spécialité, ce sont les vidéos de propagande. Il en publie régulièrement pour inciter les jeunes à quitter la France pour la Syrie. La plus visionnée d'entre elles a dépassé, écoutez bien, les 100 000 vues. La justice a délivré un mandat d'arrêt international contre lui. C'était en mars dernier. Bonjour Gaëlle Joly. Bonjour. Cet homme, vous avez pu lui parler directement et ce midi, on va s'intéresser plus particulièrement à sa méthode de recrutement sur Internet. Oui, une méthode tellement efficace que son ennemi sur le terrain, l'État islamique, copie même ses techniques. Et c'est vrai que rien que sur Skype, il a un pouvoir de séduction. Cet homme, il a le contact facile, il plaisante. C'est assez dérangeant et c'est en ça que c'est un homme dangereux. Alors, sa méthode efficace, vous l'avez dit. Omar Homsen, il continue, je crois, de publier régulièrement des vidéos de propagande sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Il vous en parle d'ailleurs assez facilement. Oui, il ne s'en cache pas. Ces vidéos ou ces films documentaires, comme il dit, ont pour objectif d'influencer, de toucher les jeunes. Et quand il voit le clip anti-djihad diffusé récemment par le gouvernement français pour contrer ces méthodes, il se moque, il nous nargue. Ce clip ne sert à rien du tout. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir quelquefois même des reportages de 1 heure, 2 heures que nous faisons nous. Justement, c'est 2 heures de temps qu'on est assis, c'est 2 heures de temps qu'on écoute les versets du Coran, qu'on écoute les paroles d'Allah, qu'on écoute nos interventions dans ces vidéos. Voilà, c'est comme si là, moi j'ai un char de combat, vous venez avec un pistolet à eau et c'est du n'importe quoi. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Ça va peut-être réveiller quelques mères, quelques pères de famille qui vont se dire, bon, quand même, là c'est un danger, je vais faire attention à mon fils qui sort pas trop sur certains sites, etc., etc. Nos vidéos, nous continuerons de les diffuser et de les envoyer sur Internet. On a assez de support pour pas se faire censurer des vidéos. Et ces vidéos, effectivement, elles continuent de circuler, même s'il le reconnaît lui-même, depuis les attentats de Charlie. C'est plus compliqué. Sur YouTube, par exemple, certaines ont été censurées, mais pas toutes. C'est en regardant ces vidéos que les jeunes s'auto-radicalisent dans leur chambre, Gaëlle, tout seuls derrière leur ordinateur. Comment est-ce qu'on explique finalement le pouvoir de ces vidéos ? Alors Omar Homsen, il mélange plusieurs techniques pour toucher les jeunes. Il reprend les codes familiers des personnages des jeux vidéo, des films hollywoodiens comme Matrix avec musique hypnotique, voix en écho. Il donne aux jeunes l'impression que tous les adultes leur mentent. La rupture familiale, Omar Homsen la prépare avec minutie, selon la spécialiste Dounia Bouzar. Il exerce aussi un vrai pouvoir sur les filles. Omar Homsen a vraiment su utiliser des jeunes filles qui étaient toutes brillantes, qui étaient toutes sensibles, qui étaient toutes investies dans des études pour changer, pour améliorer la justesse de cette société. Et il est arrivé à les faire tourner, basculer. Et il dénonce aussi la manipulation des médias avec justesse. Donc il est toujours dans une position où il a quand même des analyses justes, mais il propose pour améliorer ce monde finalement à ces jeunes la mort comme seule solution. Alors comment empêcher ces vidéos de circuler en les censurant plus vite ? Et c'était l'objectif du voyage de Bernard Cazeneuve dans la Silicon Valley il y a une dizaine de jours auprès des géants du net. Les représentants de Twitter, Facebook et YouTube doivent d'ailleurs justement faire le point sur ces questions à Paris en avril. Bonjour Charles Prats. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juge d'instruction. Vous étiez juge d'instruction. Vous vous êtes intéressé évidemment de très près aussi à toutes ces questions. Quand on entend ce témoignage, moi il y a des choses que j'ai notées au fur et à mesure que j'écoutais le reportage de Gaëlle. On voit char de combat contre pistolet à eau. Est-ce qu'on en est vraiment là ? Non, alors c'est un peu plus compliqué. En fait, on est en face de gens qui pratiquent effectivement la propagande. Ce sont des choses qu'on connaît très bien. Pour reprendre la définition de la propagande, c'est la transmission d'une information à un public ciblé qui doit être perçu par ce public comme l'expression de la seule vérité qui soit. Et la propagande, elle agit à visage découvert. C'est le cas de ce djihadiste qui, lui, est membre d'Al-Qaïda et non pas de l'État islamique et qui est en concurrence directe en termes de recrutement avec l'État islamique. Et la propagande, elle vise les facultés irrationnelles. C'est ce que vous expliquez. On va jouer sur l'image, on va jouer sur le mythe, on va récupérer des codes culturels, notamment les codes culturels des jeux vidéo, pour avoir le maximum d'impact sur une population qui est par définition fragile et sur laquelle on va essayer de recruter des gens qui sont susceptibles de devenir des extrémistes et des combattants. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à recruter la masse, on va chercher à recruter une espèce d'avant-garde éclairée, si on parle en termes révolutionnaires, si on veut se replacer au début du XXe siècle. Voilà, il y a une constitution et un recrutement
d'une avant-garde éclairée combattante. On trouve des profils bien particuliers. Il sait repérer des gens sur la toile. Il arrive à aller chercher des gens en particulier, ou il tape large, justement? Ça tape large. Le principe, vous diffusez une vidéo sur YouTube, ça tape large, et après, c'est le filet un dérivant, et vont venir les gens qui ont une prédisposition psychologique à basculer. Si vous voulez, la propagande, elle va viser 3 buts. Le premier but, c'est celui-là, c'est le recrutement et l'expansion par le prosélytisme. Oui. On est en plein dedans. Voilà. Et produire des conversions. Deuxième but, l'endoctrinement des personnes qui ont déjà été recrutées et des publics cibles. Parce que ces vidéos peuvent aussi avoir pour effet de renforcer l'endoctrinement de personnes qui vont rester en France, mais qui ne vont pas basculer dans le djihad à l'étranger. Troisième but, et il y arrive, et à mon avis c'est aussi éventuellement la motivation de son dialogue avec France Info aujourd'hui, c'est de faire de l'agitation. Parce qu'il a perdu en influence, vous le disiez, face à l'État islamique. Donc vous avez tous ces objectifs qui sont là. Et effectivement, derrière, ce type de vidéo s'adresse toujours aux facultés irrationnelles des personnes. C'est pour ça qu'on est sur l'image, c'est pour ça qu'on est sur la démonstration de la violence, pour pouvoir capter justement ces profils éventuellement qui sont des gens qui sont des délinquants, qui sont en rupture, qui ont, alors si on fait un petit peu de psychologie par rapport aux pyramides de Maslow, qui ont toujours ce besoin d'appartenance et qui finalement vis-à-vis de leur entourage, parce que ce sont des délinquants, ne se sentent pas très honorables, vont aller chercher une excuse et une appartenance dans le combat religieux qui, lui, est effectivement plus présentable que simplement la délinquance de droit commun. On évoquait à l'instant l'importance finalement de la mise en ligne d'une vidéo qui va s'adresser à des gens qui vont se sentir touchés. Est-ce que finalement, aujourd'hui, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux en général, n'ayant pas de filtre et étant en accès direct avec les jeunes, sont à la fois une force et une faiblesse pour la lutte contre le djihad? Alors, c'est une force parce qu'en termes de renseignement, ça permet de cibler les gens et de les repérer finalement relativement facilement. C'est une faiblesse en tant que telle, puisque aujourd'hui les médias mainstream sont morts. Voilà. On est passé d'un système de communication descendante à un système totalement atomisé où chacun est son propre émetteur d'informations et récepteur, et donc vous ne pourrez pas bloquer. Vous ne pourrez pas bloquer la transmission de l'information. Et là où ça devient dangereux, en termes de propagande, si on refait un peu ce qu'on appelle le spectre chromatique, vous avez ce qu'on appelle la propagande blanche, qui est l'expression de faits vérifiables, vrais. Propagande grise, dans laquelle vous mêlez des éléments faux avec des éléments vrais pour pouvoir faire passer le message et accréditer les éléments qui sont faux en faisant rejaillir le caractère de véracité de ceux qui sont vérifiables, et la propagande noire qui, elle, balance des informations totalement fausses sur la base de faux, etc., etc. Mais bon, toujours dans un but. Là, le problème que vous avez en matière d'islamisme, c'est qu'on est en face de propagande grise, voire noire, mais qui est blanchie. Pourquoi ? Parce que dans les textes, et ça va être tout le problème du clergé musulman, quand vous lisez le texte du Coran, vous avez effectivement des versets qui sont très durs et sur lesquels, les versets sur le djihad, effectivement, le texte en tant que tel auquel peut se référer n'importe quel musulman, il peut le lire comme étant un appel au meurtre et un appel au combat. Tout est question d'interprétation. Tout est question d'interprétation, sauf que le texte est écrit noir sur blanc et donc n'importe quel recruteur peut dire à n'importe quelle personne « regarde, c'est écrit dans le texte ». Et là, on bascule d'une propagande noire et à une propagande blanchie de facto, puisque le texte du Coran lui-même, effectivement, dans certaines parties du texte, prévoit cela. Donc là, on a un vrai problème sur lequel il faut travailler avec le clergé musulman, si tant est qu'il y en ait un, parce que le fondamental, il est là. C'est que vous avez un texte qui existe, qui est lisible par n'importe qui, et sur lequel on peut amener comme ça en recrutement des gens qui vont basculer dans l'horreur et dans le meurtre d'autrui. Sur la phraséologie qu'il emploie, Omar Homsen, est-ce qu'il y a quelque chose de notable sur la manière dont il s'adresse justement aux jeunes pour les recruter ? Après, c'est quelqu'un qui parle avec un langage entre guillemets de jeune, c'est quelqu'un qui est un ancien délinquant aussi. Il a ce profil-là, et d'ailleurs en général les gens qui sont recrutés ont ce profil-là, ceux qui se radicalisent ont ce profil-là. On l'a vu encore avec les attentats en France au mois de janvier. Voilà, c'est quelqu'un qui va parler le langage des jeunes, mais qui encore une fois va surtout utiliser les codes de communication, des jeux vidéo, des films, avec des outils qui sont très faciles pour faire de la réalisation, et vous obtenez toujours le maximum d'impact quand vous vous adressez aux facultés irrationnelles et que vous travaillez sur l'image. Vous savez, les gens ont un instinct grégaire, ils ne cherchent pas à réfléchir, il est beaucoup plus facile et efficace de montrer que de démontrer, et c'est tout le problème. Alors après, si on veut lutter contre ça, soit effectivement on y va doucement, soit on fait ce qu'on appelle un retournement dialectique des armes de l'adversaire et on fait de la contre-subversion, parce que traditionnellement les gens qui font de la propagande ou de la subversion sont très vulnérables
au retournement de leurs propres armes contre eux. En quoi il est un modèle, notamment pour l'État islamique et pour sa manière de communiquer? Pourquoi est-ce qu'on s'en est inspiré finalement? Non, alors je ne suis pas sûr que l'État islamique s'en inspire. Vous savez que l'État islamique a dans son 350 dossiers quand même. Il a réussi à toucher quasiment toutes les personnes qu'il a réussi à contacter. Oui, mais si vous voulez, sur la communication de l'État islamique et notamment sur la réalisation des vidéos, l'État islamique a un département spécialisé de son service de renseignement, entre guillemets, qui est là uniquement pour faire de la réalisation de vidéos et de la propagande. Donc je ne suis pas certain que l'État islamique, Daesh, est attendu après Omar Homsen pour faire ce genre de choses. C'est vraiment sur la question de recrutement qu'il est semble-t-il, un modèle pour l'État islamique sur sa façon de recruter les jeunes. Après, sur les vidéos spectacles, effectivement, de terreur, c'est un autre dossier. Voilà, mais c'est vrai que c'est à partir du moment où vous avez réussi à trouver un modèle qui, sur 100 000 vues, vous faites venir 300 personnes sur 100 000 vues, c'est 0,3% de taux de réussite. Voilà. Un spécialiste du marketing vous dirait que c'est pas mal, mais que c'est finalement pas mieux qu'un simple mailing. Donc en fait, tout le monde se dit que ça a beaucoup de succès, mais le succès c'est quoi? C'est simplement la réalisation d'une vidéo quasi publicitaire, diffusée de manière massive, et derrière, dans les filets, vous pêchez toujours le pouillème, le 0,x% de personnes qui vont arriver. Donc plus vous diffusez, effectivement, plus vous aurez des gens qui vont venir et qui vont acheter, entre guillemets, le produit. Et là, en l'espèce, c'est le produit djihad à l'étranger. Merci Charles Prats de vos éclaircissements et merci à Gaël Joly. On va évidemment continuer à parler d'Omar Homsen et de son profil notamment. Ce sera ce soir dans le 17-20.